Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Nathalie. Conseillère municipale, elle a survécu à la tuerie de Nanterre. C'est très vif en nous encore. Ça fait 5 ans, mais vous savez, c'était très dur. Nous-mêmes, on a vécu notre propre mort et on a vu des gens mourir comme ça, sans rien pouvoir faire. Et aussi l'histoire de Chantal, passagère de l'Airbus A320 lors du crash d'Apsheim. Elle a réussi à sauver sa fille. Ma fille était là, mon mari était de l'autre côté, j'étais là. Finalement, toute la famille était réunie. Il ne pouvait plus rien arriver de grave puisque nous allions tous mourir. Et je me suis préparée à mourir. Ou encore l'histoire d'Anne et Stephen en vacances au Sri Lanka lors du tsunami. Et je suis retournée dans l'eau et bon, on me disait de ne pas y aller. Et moi, je hurlais encore plus fort qu'il fallait venir m'aider à chercher mon fils. J'étais persuadée au fond de moi, de maman, que mon enfant était décédé. C'était pas possible qu'il ait pu s'en sortir. Bonjour à tous. Bonjour, merci pour l'accueil de nos invités. Bonjour Suzanne. Bonjour, merci de nous recevoir. Bienvenue sur le plateau de Toute une histoire. Imaginez qu'une jeune femme se fasse agresser à quelques mètres de vous. Est-ce que vous intervenez? Imaginez qu'un homme sorte une arme et tire sur vos collègues. Est-ce que vous tentez de vous interposer? Imaginez qu'un drame se produise tout simplement sous vos yeux. Que feriez-vous à la place de nos invités? Cette question, on s'est tous posée en théorie un jour ou l'autre. Nos invités d'aujourd'hui, eux, n'ont pas eu le choix. Ils ont tous été témoins directement d'un événement violent, d'une agression ou d'un accident important, sans forcément pouvoir agir comme ils l'auraient voulu, sans forcément pouvoir changer le cours des choses comme ils l'auraient souhaité. Culpabilité, impuissance et lâcheté sont des mots qui résonnent encore en eux. Ils sont pourtant bien courageux d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement tous nos invités qui sont avec nous. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour docteur. Alors que les archives concernant donc le décès de la princesse Diana viennent d'être ouvertes au public il y a quelque temps, vous avez été le premier témoin en fait de cet accident terrible. C'était de la nuit du 30 au 31 août. De quelle année maintenant? 97, si je me souviens bien. 97, ça va bientôt faire 10 ans donc. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, à cette heure-là, sous le pont de l'Alma? Moi, j'avais été invité à une soirée d'anniversaire avec mon ami Marc et je revenais chez moi, rue Pigalle à l'époque. Et ma route passait normalement par le tunnel de l'Alma et le hasard a fait que je suis arrivé juste 30 secondes après l'accident. Qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis arrêté, bien sûr, et puis je suis allé voir ce qu'il y avait dans la voiture, dans l'épave, puisque c'était vraiment une épave. Et j'ai fait un premier bilan médical, 4 victimes, 2 morts, 2 blessés graves. J'ai appelé rapidement les secours. Sans savoir de qui il s'agissait? Je ne l'ai pas reconnu. Mon attention était tellement occupée par les problèmes médicaux, par ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait protéger, que je n'ai pas vraiment eu le temps de la reconnaître. Vous êtes rendu compte le lendemain, vous nous raconterez ça au cours de cette émission. À vos côtés, Nathalie, bonjour. Bonjour. Nathalie, vous avez assisté de très très près à la tristement célèbre tuerie de la mairie de Nanterre, avec cet homme Richard Durne qui a tiré sur 8 personnes et qui a tué 8 personnes. Et vous étiez où précisément quand cet homme a commencé? J'étais conseillère municipale de Nanterre à l'époque. Je suis toujours d'ailleurs aujourd'hui. Et j'étais au premier rang, le premier rang où il y a eu 6 victimes et 8 blessés sur ce premier rang. Et en tout, il y a eu 8 morts et 19 blessés dans la salle. Et tout ça en 90 secondes, ce qui est absolument hallucinant. Oui, tout à fait. Anne et Stéphane, bonjour à tous les deux. Vous étiez en vacances au Sri Lanka lorsque le grand tsunami s'est abattu sur l'Asie du Sud-Est, fin décembre 2004. Vous nous raconterez comment vous êtes sortis de cette catastrophe. Vous étiez avec vos enfants, vos 2 enfants qui sont encore petits aujourd'hui. Il a fallu leur expliquer ce qui se passait. Je précise aussi que vous n'étiez pas directement l'un avec l'autre au moment où les choses sont arrivées et que vous avez dû attendre de longues minutes, de longues heures avant de savoir où vous étiez tous mutuellement, y compris les enfants, y compris le plus petit des enfants. Je vois également Hervé qui est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, vous n'avez pas un rôle facile sur ce plateau puisque vous êtes dans la posture qu'on aimerait tous ne pas connaître un jour, à savoir que vous avez assisté sous vos yeux à une agression dans le métro. Oui. Une jeune fille est agressée sous vos yeux par 2 hommes Oui. et vous n'avez pas eu le courage d'intervenir. Non, j'ai pas du tout eu le courage d'intervenir, non. Non, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur, mais j'ai surtout eu peur des représailles que ça pouvait engendrer, ce genre de choses. Vous venez nous parler de tout ça aujourd'hui. Je vous présente également Chantal, qui est notre invitée. Bonjour Chantal. Bonjour. Bienvenue. Alors vous êtes parvenue à sauver au moins une vie lors d'un accident terrible, un accident d'avion. Quelle vie? Ma fille, Magali, Qui avait quel âge à l'époque? 12 ans et demi, elle allait avoir 13 ans. Alors il s'agissait du vol inaugural de l'A320, de l'Airbus 320, le 26 juin 1988. C'était presque son baptême de l'air, si j'ai bien compris. C'est ça. Oui, je me souviens très bien de ces images, de ces informations. On n'a pas très bien compris ce qui s'était passé. L'avion devait faire Mulhouse-Paris en passant au-dessus du Mont Blanc. C'était vraiment un vol de baptême, y compris pour votre fille et de 13 ans à l'époque, Magali. Votre mari est également dans l'avion, Chantal. Vous me direz que depuis cet accident, tout a changé. Tout a changé, oui.
26 juin 1988. Au cours d'une présentation au meeting de Absheim, près de Mulhouse, un avion A320 transportant 136 personnes s'écrase dans la forêt en bout de piste. Oh là là. Oh yeah. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Putain. Quand je suis arrivé dans la forêt, il y avait les gens qui couraient dans tous les sens, ça criait. Et j'ai demandé aux gens ce qu'ils faisaient, s'ils se promenaient ou quoi. Non, on était dans l'avion, partez, ça va exploser. Bon. Et ben on est sortis, on a sauté de l'avion. Et après il y avait les pompiers qui sont venus, ils l'ont éteint. J'ai demandé au commandant de bord qui était là, mais enfin qui était quand même assez secoué. Je lui ai dit alors qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit j'ai mis la pêche et ça n'a pas suivi. Bilan de l'accident, 3 morts et une centaine de blessés. Vous pensiez que vous alliez vous en sortir pendant la bataille? Au tout départ, non, pas du tout. Parce que au moment où l'avion s'est arrêté, j'ai regardé sur le côté droit de l'avion, donc le feu était intense. J'ai regardé de mon côté gauche, le feu était également intense. Et à ce moment-là, j'ai fait le bilan. Ma fille était là, mon mari était de l'autre côté, j'étais là. Finalement, toute la famille était réunie. Il ne pouvait plus rien arriver de grave puisque nous allions tous mourir. Et je me suis préparée à mourir. Donc, qu'est-ce qui se passait autour de vous? À quoi ressemblait le décor? Je ne peux pas vous dire, tout était éteint. L'avion était plongé dans le noir. Parce qu'au moment du choc, tout s'est éteint. Et... Avec les masques qui tombent, enfin, non, les masques, certains masques ont dû tomber, mais le commandant de bord a eu des réflexes salvateurs. C'est-à-dire, il a arrêté l'oxygène, sans quoi l'oxygène activait et attisait le feu. Donc ça, on n'a pas eu à les utiliser. Nous, c'était de nous détacher. Et de sortir. Et de sortir. Mais à l'instant précis où je fais le bilan de la situation, je me dis, voilà, on ne pourra pas sortir. On ne pourra pas sortir et je m'apprête à mourir. Je me dis, voilà, c'est comme ça. Et j'ai l'impression de rentrer dans mon corps, à l'intérieur, très profondément. Et très peu de temps après. Mais bon, le temps paraît infiniment long et c'est très difficile de vous dire si c'est long, si c'est court. Mais un moment, j'ai une lumière blanche très intense que j'ai vue et qui m'a complètement boostée. Qui vous a donné envie de sortir de cette lumière? Ah, tout à fait. Cette lumière, elle a été... Vous refusez l'appel? Oui, peut-être. Je refusais l'appel. Peut-être c'est ça, oui. Ou peut-être était-ce quelqu'un qui me protégeait, qui me disait, voilà, il faut que tu sortes. Donc ça m'a dynamisée. Et à ce moment-là, j'ai tenté d'ouvrir ma ceinture. Et on sait très bien que lorsqu'on veut ouvrir une ceinture rapidement, elle ne s'ouvre pas. Je disais à ma fille, détache-toi. Et maman, je ne peux pas. J'ai fini par ouvrir ma ceinture. Et je me suis mise debout à mon siège et j'ai tenté de dégrafer celle de ma fille. Elle n'arrivait pas non plus et on y est arrivé. Au bout de combien de temps, je ne sais pas. Cette lumière blanche, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Parce que pour les médecins, il s'agit d'une montée d'adrénaline, en fait. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et pour ceux qui ont une approche beaucoup plus spirituelle des choses, c'est la présence de Dieu. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? En tous les cas, c'est quelque chose qui m'a dynamisée. Alors moi, je veux bien écouter les uns et les autres. Les uns et les autres. Mais en tout cas, c'était positif. En tous les cas, c'était positif. Et franchement, c'était vraiment la seule chose qui m'ait donné envie de sortir. Là, il ne s'agit plus d'un avion. Là, il s'agit d'un tube qui s'éteint, d'un tube rempli de fumée, ensuite d'un tube rempli de flammes. Et il faut partir vite. On vous a fait comprendre, le commandant de bord, le personnel a pu vous dire qu'il fallait sortir vite. Personne n'a rien pu faire. On fonctionnait au sauve qui peut, chacun pour soi. Et voilà, c'est pour ça que je repense à ma fille. Vous êtes sortie avec votre fille. Vous avez tenté de sauver une autre personne également. Vous n'avez pas pu le faire jusqu'au bout. Voilà, c'est-à-dire qu'au moment de l'embarquement, j'avais remarqué un jeune enfant handicapé. Et au moment de sortir, je pensais entre autres à lui. Et je me disais, où est-il? Et vous avez essayé de le sortir? J'ai essayé de le sortir. Je me suis, je pense, arrêtée. Il était sanglé à son siège. C'était les conditions de vol pour un jeune handicapé. Et malheureusement, c'était impossible de le sortir. Que lui est-il arrivé?
malheureusement, il est décédé. Il fait partie des 3 victimes? C'est ça, il fait partie des 3 victimes. Qui étaient... C'est lourd à porter, ça? C'est lourd à porter parce que je me trouvais, je dirais, à la première issue d'elle, et eux étaient plus proches de la sortie. Alors, c'est encore plus culpabilisant à se dire, mais pourquoi n'ont-ils pas réussi à sortir alors que moi, j'étais un peu plus loin qu'eux? En quoi cet accident a-t-il bouleversé la suite de votre vie? Qu'est-ce que ça a changé fondamentalement? Ça a changé qu'on n'était plus du tout comme avant, on n'était plus du tout équilibré. Chacun vivait son histoire dans son coin et on s'est éloignés. Vraiment. C'est fou, ça, parce que vous étiez vraiment très bien ensemble. Très bien, oui. Comment expliquer que c'est changé les choses à ce point? Eh bien, parce que je pense qu'on ne vit pas tous les choses de la même façon et on s'est éloignés. Votre mari vous a reproché de ne pas l'avoir aidé, par exemple? Ah non, je ne pense pas, parce que ce n'était pas possible. Non, ce n'était pas ça. C'est qu'on vivait notre histoire dans notre coin et on ne s'est pas retrouvés. Vous avez des flashs qui vous restent? Oui, tout à fait. Oui. J'ai encore des cauchemars, j'ai encore des images de feu. Pourtant, c'est presque il y a 20 ans maintenant. Hein. 18 ans, 19 ans. C'est un syndrome post-traumatique. Et souvent, ce syndrome arrive quand le traumatisé, la victime, n'a pas été débriefée. Oui, quand elle n'a pas pu tout de suite après, et vous n'avez pas pu. Non, à l'époque, ça n'existait pas du tout. Ça n'existait pas, voilà. Alors que pour vous, Nathalie, ça a été le cas? Oui, moi j'ai vécu des cellules post-traumatiques, mais j'ai quand même les flashs. Donc malheureusement. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire pour ne pas les avoir, mais bon. Pour se débarrasser de ces flashs. Est-ce que ça vous fait du bien de pouvoir parler à cette cellule psychologique juste après le... Oui, bien sûr. On était vraiment heureux qu'ils soient près de nous et qu'ils nous écoutent, qu'ils nous parlent, qu'ils nous rassurent, parce qu'on était dans un état d'angoisse et de stress épouvantable. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi par rapport au traumatisme qu'on a eu pour ne pas avoir de conséquences ni de séquelles. Quels sont les flashs qui vous reviennent à vous? Toujours des flashs des personnes qui ont été tuées, du sang, enfin même d'autres choses plus graves encore. Mais plus grave que ça? Du cerveau, par exemple. Oui, des images. Donc très gore, comme diraient mes enfants. Et puis surtout, on voit des flashs quand on vit au quotidien, mais on ne sait pas pourquoi. Ça vient d'un coup. On voit des gens avec qui on est se prendre une balle dans la tête, on ne comprend pas pourquoi. En tout cas, Nathalie, vous n'auriez rien pu faire pour empêcher le drame auquel vous avez assisté. Vous étiez conseillère municipale donc à la mairie de Nanterre. Je suis toujours, oui. Vous l'êtes toujours encore aujourd'hui. Vous nous direz dans quel état d'esprit vous vous rendez à la mairie de Nanterre aujourd'hui. Vous étiez présente donc dans la salle le jour où cet homme, Richard Durne, a décidé de tuer un maximum de personnes. 8 ont été tués et plusieurs autres blessés. On regarde ces images d'archives, on découvre donc vos premiers mots d'ailleurs qui sont dans ce reportage juste après le drame. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais justement, ce que j'ai expliqué, c'est que je n'ai pas vu ces images parce que j'étais trop mal. Je n'ai pas vu la télé à ce moment-là. Je vous laisse les découvrir. Vous avez envie de les voir aujourd'hui? Ça va certainement me faire quelque chose. Ouais. Je suis déjà émue d'être là. Donc, vous n'êtes pas obligé de regarder. Je vais regarder quand même. Regardez quand. Ce n'est plus une mairie, c'est un hôpital de campagne. À quelques mètres, la salle du conseil municipal résonne encore des coups de feu du tueur. Le 27 mars 2002, il est un peu plus d'1h du matin, le conseil municipal de Nanterre prend fin. Tous les élus s'apprêtent à partir lorsqu'un homme se lève, sort 3 armes automatiques et tire. Il s'appelle Richard Durne, il a 33 ans. Nathalie, conseillère municipale, se trouvait dans la salle. Je me suis dit, mets-toi à plat ventre, mets-toi sous le bureau, c'est là où tu seras le plus protégé. Et je me suis dit, je me suis dit que j'avais 3 enfants, qu'il fallait que je reste vivante. La femme a eu de la chance parce que les 4 collègues qui étaient à sa droite, les 4 sont morts. Le forcené finira par être maîtrisé quelques minutes plus tard. Le bilan est lourd, 8 morts et 14 blessés graves. Richard Durne a affirmé vouloir régler ses comptes avec la société. Le surlendemain, il mettra fin à ses jours en se jetant du 4e étage du quai des Orfèvres à Paris. Alors, c'est émouvant, oui. Comme quoi même des années après, on garde quelque chose de vif. C'est très vif en nous encore. Ça fait 5 ans, mais vous savez, c'était très dur. C'était très dur. Je pense que c'est très dur parce qu'on a vu des gens mourir comme ça, sans rien pouvoir faire. Nous-mêmes, on a vécu notre propre mort. Et... Vous l'avez ressenti, vous? Ah oui, vraiment. Ouais, vraiment. Moi, toutes les personnes qui sont à ma droite sont mortes. Et j'étais en train de parler avec quelqu'un qui était tué devant moi. C'était très dur, oui. Juste à côté de vous? Oui, on était en train de parler comme ça et
debout, on était en train de ranger nos affaires et il a été tué devant moi, oui. Vous vous êtes dit que ça aurait pu tomber sur vous? Ah ben, je ne pouvais pas me dire ça. Si vous voulez, quand je l'ai vu tomber, je me suis dit non, il n'est pas mort. Moi, en même temps qu'il tombait, je me suis mise par terre. Et j'attendais qu'il me tue, puisqu'il venait exécuter tout le monde. Puisque, en fait, si vous voulez, toutes les personnes entre moi et le tueur ont été tuées ou blessées. Après, il y a d'autres gens un peu plus vers ma gauche. Vous êtes posé la question de savoir pourquoi vous avez été épargné? Ah ben moi je pense que j'ai pas été épargnée, simplement si vous voulez il m'a raté quoi en gros. Et il a tué de 2 balles la personne qui était à ma droite. À chaque fois vous les montrez les deux. Oui, parce que apparemment c'est moi. C'est la personne la plus proche, mais oui. Si vous voulez les balles, j'ai eu vachement de chance parce que la balle a bifurqué, donc j'ai pas été touchée et il a tiré dans mon bureau et la balle a encore bifurqué. Alors je sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui m'a protégée à ce moment-là ou est-ce que c'était pas mon heure et est-ce qu'il fallait justement que je reste vivante pour témoigner ou pour apporter quelque chose. Oui, vous cherchez à donner du sens à ce qui s'est passé, en Tout fait, à fait. Comprendre pourquoi on appelle ça le syndrome du survivant. Oui, parce que j'ai eu deux sentiments assez durs après. C'était la honte, parce que j'étais très diminuée après cet événement. J'avais plus confiance en moi. Enfin, bon, il y a pas mal de choses qui m'ont traumatisée. Mais surtout, je me sentais coupable d'être vivante. Vous avez essayé de comprendre ce qui se passait dans la tête de cet homme. Vous l'avez regardé, Richard Durn? Alors pour moi, si vous voulez, je ne peux avoir que du mépris, mais un mépris le plus profond. Pour moi, ce n'est pas un homme. Et d'ailleurs, je n'ai jamais pu mettre d'image derrière cette arme. J'ai toujours vu une arme, un bras, je n'ai jamais vu l'homme derrière. Je l'ai vu, je lui ai croisé son regard. Mais pour moi, ce n'était pas quelqu'un d'humain dans le sens où quand il vous regardait, il ne vous regardait pas vous en tant que monsieur Delarue, mais vous voyez au travers. Vous étiez transparent. Et quand il a tué des gens, il y a des gens qui l'ont regardé. Il a regardé les gens en face, il les a tués, une balle dans la tête, mais sans aucun... sans aucun gramme d'humanité. Rien. C'était des exécutions. Ça a duré 90 secondes d'après les rapports de police. En tout pour tout, exactement 1 minute et demie. Il y a eu un petit arrêt, mais en fait, il avait plusieurs armes. Donc, il avait une première arme automatique, un deuxième pistolet automatique, et après, il avait encore un autre pistolet qui était pas automatique, je ne sais pas comment vous appelez ça. Smith & Son, je ne sais pas quoi. J'y connais rien en armes. Et à la fin, il avait même un couteau. Donc je me suis demandé s'il allait nous achever en plus avec un couteau, s'il nous avait tous tués. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec son couteau. Mais enfin, il a tiré avec tout, de toute façon. J'ai du mal à imaginer que vous arrivez encore aujourd'hui à vous rendre au conseil municipal dans cette même salle pour faire votre boulot. C'est très dur. Alors, je travaillais beaucoup. Je suis chef d'entreprise, donc j'ai une grosse activité professionnelle. Donc, j'essaye de ne pas y penser. Vous voyez, j'y pense pas avant le conseil. Et 2 ou 3 heures avant, alors là, ça y est, je commence à y penser très sérieusement. Et là, c'est une catastrophe. Là, alors là, j'ai une angoisse qui commence à monter et tout. Je me mets à trembler et tout, c'est l'angoisse. J'arrive au conseil, je suis comme ça. À chaque conseil? Chaque conseil. Et vous allez jusqu'au bout de votre mission? Je vais jusqu'au bout. Quelles angoisses vous avez développées en marge de ce conseil municipal? Est-ce qu'il y a d'autres endroits comme ça qui vous mettent la pression? La mairie, évidemment. Certains endroits de Nanterre, hein, par exemple le marché qui est lié quand même à toutes nos activités d'élus, etc. Le centre-ville, parce qu'on a été pas mal agressés après l'attentat de Nanterre. Vous savez, des gens qui nous ont vus, des trucs politiques, etc. Donc du coup, j'ai pas trop envie d'être dans des lieux publics, vous voyez. Vous risquez d'être interpellé dans votre fonction Voilà, où on va me dire « Ah, mais vous faites ci, vous faites pas ça, etc. » Les gens sont durs avec les autres, ils se rendent pas compte qu'on fait ce qu'on peut. On va écouter la suite des histoires de nos invités. On va voir s'il y a des points de comparaison justement dans ces flashs qui restent, dans cette façon de vouloir dominer les choses aussi. On en reparle juste après ce message de la rédaction qui vous concerne peut-être. Vous avez des choses à reprocher à votre femme ou à votre mari. Manie agaçante, manque de désir, désintérêt, absence de tendresse, laisser-aller ou infidélité. Bref, la routine s'est installée et vous en souffrez. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans toute une histoire, l'histoire de Johanna. Son handicap n'a pas empêché Charles-Henri de tomber fou amoureux d'elle il y a 1 an et demi. Je ne comprenais pas qu'on puisse aimer quelqu'un de dépendant pour tout. Moi, je sais que ça m'a jamais posé de problème. C'est pas le handicap ou la maladie ou le fauteuil dont je suis tombé amoureux. J'ai du mal à pouvoir concevoir que je sois jolie et que je plaise à mon amoureux. Désirable.
Si j'avais pas été maman... Hervé, comment ça résonne en vous, tout ce qui s'est passé pour nos invités jusqu'à présent? Disons que moi, quand je pense à mon cas, je pense que j'ai pas vécu grand-chose comparé aux personnes précédentes. Et pourtant, j'ai l'impression que ça vous tarabuste de manière Oui, ça me importante. tarabuste parce que effectivement, j'éprouve un sentiment de culpabilité de ne pas avoir pu venir en aide envers la jeune fille. Et bon, j'ai quand même été assez choquée. Et puis bon, c'est vrai que j'ai quand même réagi égoïstement par rapport à moi, dans mon petit confort, en disant j'ai peur des représailles, donc il vaut mieux que je prenne la poudre d'escampette. Donc c'était il y a une quinzaine d'années dans le métro de Lyon, Oui. un peu tard dans la soirée, vous vous Oui. retrouvez dans un wagon avec Oui. une jeune fille, Oui. à quelques mètres de distance. Il y a Oui. deux garçons qui sont là, qui sont deux voyous, qui commencent à la chamailler, puis à Mhm. l'agresser visiblement. Oui, ils lui ont filé des gifles, ils lui ont tiré les cheveux, et puis... Alors c'est le moment dans la vie où on se dit j'aimerais bien pouvoir intervenir. Écoutez, franchement, si je n'avais pas reconnu ces personnes parce que je suis assez physionomiste et je reconnaissais ces personnes qui fréquentaient toujours le même endroit dans Lyon, j'aurais pu intervenir. Et là, vous avez eu peur des représailles? Mais voilà, c'est ça. J'avais eu peur des représailles parce qu'on ne sait jamais. Et puis même un coup de couteau, c'est vite arrivé. Moi, j'ai un ami à moi qui est venu au secours d'une personne et lui, il s'est reçu un coup de couteau et par contre, ça lui a été fatal. Donc cette fille commence à lui donner des gifles devant vous. Vous parlez d'un regard qu'elle a tourné vers vous? Oui, elle a eu un regard vis-à-vis de moi à un moment donné. C'est un regard qui voulait dire t'es tout seul, tu fais rien, quoi. Et ça, effectivement, ce regard, je vais pas dire que je m'en souviens quotidiennement parce que ça serait exagéré. Mais vous l'avez enregistré, quoi. Mais je l'ai enregistré dans des situations telles que à la télévision, lorsqu'on voit des agressions, dans des conversations ou lorsqu'on voit des agressions, j'y repense toujours et j'ai toujours ce petit sentiment de culpabilité et c'est quelque chose qui m'agresse encore une fois. Et les deux voyous, vous leur avez croisé le regard? Oui, puisqu'il y en a un qui m'a regardé et d'un regard il m'a dit si tu te lèves, si tu fais quelque chose, on fera pareil, quoi. C'est ce que j'ai compris. Combien de temps après vous êtes sorti du métro? Je suis sorti à la station juste après et effectivement c'était la station de métro Hôtel de Ville à Lyon. Et de suite ce que j'ai fait c'est que j'ai cassé une petite vitre dans laquelle on pouvait actionner un bouton et appeler les secours. Donc c'est ce que j'ai fait de suite après. Vous avez eu des nouvelles de cette jeune fille après? Non, absolument pas. J'ai téléphoné au transport en commun lyonnais pour savoir si ils avaient eu écho de cette affaire. J'ai ensuite téléphoné. Alors eux ils n'ont rien eu. Par contre, je leur ai dit que c'était moi qui les avais appelés. Ils m'ont rien dit. J'ai appelé aussi le commissariat de l'arrondissement. Alors eux, ils ont été incapables de me dire quoi que ce soit, peut-être dans le secret de la chose. Mais non. Petit à petit, après, j'ai essayé, comme je marche énormément dans Lyon, j'ai essayé justement, étant donné aussi que je suis très physionomiste, de voir si je revoyais cette personne-là. Jamais? Non, malheureusement non, je ne l'ai pas revue et j'aurais bien aimé la voir pour lui adresser mes excuses et lui faire comprendre la raison pour laquelle je n'ai pas pu réagir. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, je ne pense pas qu'il se soit passé quelque chose de grave parce que... Je pense que vous l'auriez su. Je l'aurais su effectivement, mais j'ai toujours son regard et... Mais Hervé, vous êtes très touchant parce que c'est arrivé il y a 15 ans et vous avez bien préparé cette émission. Si ces jeunes filles me voient aujourd'hui à la télévision, j'aimerais qu'ils entrent en contact avec moi. Je peux peut-être profiter de la situation pour, si jamais elle regarde l'émission et qu'elle se souvient de ce genre de choses, que moi effectivement j'aimerais bien qu'elle rentre en contact avec moi pour qu'elle puisse me rassurer. Qu'elle vous comprenne. Qu'elle me comprenne parce que c'est... moi, vous savez, j'ai souffert parce que d'autant plus c'est une femme qui se fait battre, je trouve ça horrible. Dans quel cas est-ce qu'il y a non-assistance à personne en danger, Suzanne? Vous pouvez nous le dire, ça? Moi, je pense que vous avez porté secours, ne serait-ce qu'en tapant dans la vitre et appeler quelqu'un. Maintenant, porter secours soi-même sur le lieu du drame, peut-être que ça demande un entraînement émotionnel, un entraînement physique et intellectuel spécifique. Les pompiers sont formés pour ça, peut-être pas les gens du commun. On n'est pas tous organisés de la même manière pour pouvoir gérer du stress à haute dose. Ma sensibilité fait que je suis... débordée par l'émotion. Je suis débordée par l'émotion et quand il y a une telle situation comme celle-là, ça me tétanise, mais je peux aussi
faire le contraire. Frédéric, c'est le médecin ou c'est l'homme qui est intervenu auprès de Lady Diana? C'est les deux, évidemment, mais c'est d'abord le médecin. Oui, j'ai l'impression que vous êtes quand même réfugié dans votre fonction de médecin, ce qui vous a empêché de réagir en tant qu'homme dans un premier temps. Ça n'a pas été... La mission d'abord, enfin, je veux dire, ça n'a pas été un choix psychologique de ce style-là, mais c'est vrai que quand je vois l'accident, je suis au milieu du tunnel de l'Alma, il y a l'accident et manifestement ça vient de se passer, il n'y a personne autour, pas de service, je ne me pose pas la question, j'arrête ma voiture et je vais voir ce qui se passe. Vous êtes préparé pour ça, comme le disait Suzanne à propos des pompiers. Oui. Vous avez donc été, je crois, le premier témoin. Le tout premier, oui. Et sans doute aussi le dernier, d'une certaine manière, puisqu'après, il n'y a pas eu d'après. Donc témoin d'un accident qui s'est transformé en drame international. Il s'agit donc de l'accident mortel de Lady Diana. Vous n'avez pas eu conscience de ce qui se passait autour de vous, ce qui explique peut-être aussi le côté posé de vos gestes et le fait que vous ayez fait les choses extrêmement naturellement. Vous reveniez d'une soirée, lorsqu'en passant sous le pont d'Alma, il était un peu tard dans la soirée. Hein. Minuit 10, je crois. Vous avez aperçu donc une voiture accidentée, donc sur la voie à l'inverse de vous. Oui. Vous êtes peut-être donc la dernière personne à avoir parlé à Diana. Oui. On regarde ce résumé en images. Cet amas de ferraille témoigne de la violence de l'accident. 4 personnes se trouvaient à bord. Diana, son ami Dodi, le chauffeur et un garde du corps. Avec précisément un témoignage capital sur ce drame, celui d'un médecin arrivé très peu de temps après l'embardée de la Mercedes. Simplement, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé l'autre soir? Vous arriviez sur l'autre voie. Et quand je me suis embarqué dans le tunnel, j'ai vu qu'il y avait de la fumée, j'ai vu qu'il y avait une voiture accidentée effectivement dans le sens inverse. J'ai vu, il y avait 2 morts, 2 blessés graves. J'ai appelé les pompiers, donné un premier bilan médical et porté secours aux victimes. Le 31 août 1997, Diana meurt à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. La mort de la princesse a été vécue comme un drame international. Ses funérailles ont rassemblé près de 3 millions de personnes à l'abbaye de Westminster à Londres et ont été diffusées dans le monde entier. Vous êtes rendu compte qu'elle était encore vivante? Oui, bien sûr, elle respirait, elle réagissait, oui. Vous avez pu lui parler? Je lui ai parlé, il y a quelqu'un derrière moi qui m'a dit « les victimes parlent anglais ». Ils ne m'ont pas dit qui c'était, moi je ne l'avais pas reconnu. Mais qui derrière vous? Alors, je suppose que c'est un paparazzi, mais ça, je n'en sais rien. Ce sont les photographes qui sont arrivés, les photographes de presse qui sont arrivés? Les photographes juste sont arrivés juste un petit peu après moi et ont commencé à prendre des tas de photos. Quelqu'un vous a dit de lui parler en anglais? Et quelqu'un m'a dit les victimes parlent anglais, parlez-leur en anglais. Donc j'ai commencé à parler en anglais en essayant de les rassurer. Avec des réactions en face? Non. Il n'y avait pas un état de conscience qui permettait de me faire comprendre que Diana comprenait. Mais en tout cas, j'ose espérer que... Vous savez, on ne sait jamais très bien quel est le niveau de conscience. Elle avait les yeux ouverts? Elle avait les yeux qui étaient ouverts, oui. Et j'ose espérer que ce que je lui ai dit lui a permis d'être un peu rassuré et de passer... et d'être un peu plus confortable. Mais quand vous voyez une scène aussi violente que celle-ci, vous arrivez à voir les choses posément et à essayer de retrouver naturellement les premiers gestes à faire? Vous n'êtes pas sous le choc, je veux dire? Ça, c'est une question d'expérience. C'est vrai que ça fait une vingtaine d'années à peu près que je fais du SAMU. Ah oui. Vous êtes médecin SAMU, d'accord. J'ai fait pompier de Paris, j'ai fait 17 ans ou 14 ans, je ne me souviens plus de SAMU. Donc... vous n'êtes pas le médecin généraliste de famille? Non. Je connais ce genre de situation. Et c'est vrai que ce n'est pas la première fois que je vois des gens dans des accidents graves, que je vois des gens mourir dans mes bras, pratiquement. Ce n'est pas la première fois du tout. Mais là, vous n'étiez pas en mission, vous aviez votre matériel avec vous? J'avais rien, pratiquement rien. J'avais simplement un masque respiratoire que j'ai toujours dans mon coffre, mais j'avais rien d'autre. Et là, je me suis senti bien seul et bien dépourvu face aux 4 victimes. Il n'y avait quand même pas uniquement Diana, il y avait 4 victimes. Donc deux personnes mortes qui étaient en état de mort apparente. Oui. Et les 2 autres, donc Diana et... Et le bodyguard, le Trevoris Jones, qui lui avait de bonnes réactions. Il parlait, il criait, il s'agitait un peu, mais enfin bon, il respirait correctement. Donc en médecine de catastrophe, comme on dit, c'est quelqu'un qui peut attendre un petit peu. Alors Diana était beaucoup plus somnolente. Et vous êtes dit quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une belle femme? Oui, ça je m'en souviens, oui. Je me souviens, j'étais rentré et agenouillé sur la banquette arrière de la Mercedes puisqu'elle me tournait le dos. Donc il fallait que je rentre dans la Mercedes. Et quand je l'ai pris en charge, quand je lui ai mis le masque, je me suis dit, c'est une belle femme, bien coiffée, des beaux bijoux. Et elle n'avait pas de lésion sur le visage, 2-3 gouttes de sang, mais elle n'était pas abîmée. Et quand les photographes sont arrivés, vous n'êtes pas dit qu'il s'agissait de quelqu'un d'important? Là encore... Il y a beaucoup de photographes, beaucoup de flashs qui crépitent. Beaucoup de photographes, je ne me souviens plus très bien, mais en tout cas, énormément de flashs. Des centaines et des centaines de flashs. Ils mitraillaient en permanence. Ce n'est pas la première fois que je vois des photographes qui prennent des photos. Souvent dans Paris, il y a un accident un peu spectaculaire, il y a un photographe qui passe par hasard, qui prend une photo et qui s'en va. Ce n'est pas la première fois. Mais là, il y en avait vraiment des centaines. La question, c'est est-ce qu'ils vous ont gêné dans votre travail, les photographes? Alors ça, c'était la grande question. Et ça, jamais ils m'ont gêné. Ils ne m'ont pas gêné pour avoir accès à la voiture. Ils ne m'ont pas empêché de faire mon travail.
ils m'ont pas demandé de tourner la tête pour avoir une meilleure vue. Il manquerait plus que ça quand même. Là, Voilà. quand même, hein. Mais ça a été reproché. Oui. Ça a été ça le problème. C'est que le lendemain, il y a eu un espèce de lynchage médiatique qui disait dans toutes les radios et toutes les télévisions du monde, qui disait les paparazzis étaient responsables de l'accident. Ça, je sais pas, j'y étais pas. Mais ils ont aussi gêné les secours. Et là, vous pouvez dire qu'ils n'ont Et là, je pouvais témoigner en Mais disant est-ce c'est pas qu'ils ont possible. aidé Je leur ai pas demandé. Parce qu'ils auraient pu vous dire, qu'ils ont pendant que vous proposé aidiez, Ils ont pas proposé. téléphoner vous voyez, si vous n'aviez pas téléphoné, à la limite, ils auraient pu le faire. Moi j'avais Qui a téléphoné téléphoné de toute façon. C'est moi qui ai téléphoné le Ouais. premier, Ah ouais, d'accord. Ils auraient pu immédiatement. téléphoner. C'est mon rôle de faire un premier bilan médical très rapide. Ensuite, je téléphone au secours et ensuite, je porte secours aux victimes. Je leur ai pas demandé leur aide. Ils ne l'ont pas proposé non plus. Et ils l'ont pas proposé. Vous avez pu apporter votre témoignage à la police ensuite? Alors, j'ai téléphoné à la police le lendemain parce que j'étais avec des amis et je voyais tout ce battage médiatique et je me disais, peut-être que... Enfin, ils m'ont dit, mes amis m'ont dit, il y a une enquête qui commence, peut-être que ton témoignage pourrait être intéressant. Moi, je dis, qu'est-ce que j'ai fait de spécial? Rien de spécial. Et ils m'ont dit, si, il faut que tu téléphones. Et quand vous avez appris que c'était Lady Di, comment vous avez réagi? Ça, c'était le lendemain matin sur la télévision, puisqu'il y avait ça sur la télévision partout. Et je me réveillais et là, j'apprends que la jeune femme jolie que j'ai soignée était morte, déjà, 2-3 heures après, et que c'était Princesse Diana. Là, ça a été un choc, oui, c'est vrai. Vous avez repassé le film d'une autre manière? J'ai vérifié que j'avais correctement fait mon travail. C'est petit à petit que les choses médiatiques ont fait que ça a pris beaucoup plus d'importance. Et que je me suis rendu compte que, à la fois, j'avais été témoin de quelque chose de privilégié et de mondial, et que aussi j'étais responsable de ces minutes que j'avais passées avec elle, et que j'étais responsable de témoigner de ces derniers moments. On vous appelle The French Doctor un peu partout, vous êtes apparu dans plein d'articles un peu partout dans le monde. Oui. C'est un événement d'ampleur mondiale. Ça fait quoi de se retrouver dans un événement aussi important? Ce qui m'a beaucoup stressé et déstabilisé, ça a été d'être harcelé, entre guillemets, par les journalistes. Parce que c'est vrai que, là, vous avez diffusé la première interview par que j'ai Bruno faite. Mazur, Voilà, Bruno Mazur, c'était le lundi soir, je crois. Après cette première interview, je me suis dit, bon, j'ai fait mon devoir, j'ai parlé à la police, j'ai parlé aux médias, j'ai dit la vérité par rapport aux paparazzi. C'est bon, je m'en vais, je rentre chez moi. Mais les journalistes ont commencé à m'appeler constamment et là, j'étais vraiment harcelé. C'était très surprenant. Nathalie, comment vous avez vécu le rapport avec la presse, vous, après l'événement? C'est un peu pareil. Hein. Enfin, nous, on a été mis sous les feux de la rampe du jour au lendemain. Je ne me rendais pas du tout compte, quand on était à l'intérieur de l'enceinte de la mairie toute la nuit, que ça avait été médiatisé comme ça. Et le matin, donc au petit matin, je suis sortie de la mairie, il y avait énormément de journalistes. J'étais très très surprise et j'étais très surprise de voir qu'il y ait des gens qui n'étaient pas là, qui répondaient aux questions des journalistes. Et j'étais complètement ahurie. Je me suis dit, mais les gens sont complètement dingues. C'était un peu délicat. Et puis d'un autre côté, on a, comme je l'ai dit, un devoir de mémoire, de témoignage pour que ça ne se reproduise plus. Le tsunami, tout le monde se souvient du tsunami du 26 décembre 2004, de cette catastrophe, du nombre de morts qu'il y a eu. Alors évidemment, il y a toutes les populations locales et puis des personnes qui sont plus proches de nous géographiquement, comme vous. Vous étiez donc au Sri Lanka en vacances. Alors vous, dans votre bungalow, au moment où la vague est arrivée, vous, en pleine mer, en train de faire du surf, vous avez eu un réflexe de dingue. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers la plage, vous avez eu le réflexe qu'il fallait avoir, à savoir partir vers le large, en attendant que ça passe. Mais souvent, les marins ou les surfeurs connaissent bien la façon dont fonctionne l'océan. Et vous, madame, vous étiez avec vos 2 enfants, jusqu'au moment où vous les perdez de vue. Comment faire face à ce qui s'est passé? On va voir comment vous avez essayé de vous reconstruire, avec beaucoup de succès, je dois le dire. Et c'est beaucoup d'espoir pour tous nos invités, vis-à-vis de vous-même, en tant que couple, et aussi vis-à-vis de vos enfants, qui sont encore 2 petits garçons qu'on retrouve dans ce reportage. Le 26 décembre 2004, Anne, Stéphane et leurs 2 enfants sont en vacances au Sri Lanka. À 9h du matin, Anne est dans sa chambre d'hôtel avec ses fils lorsque la mer prend une tournure inhabituelle. Tout d'un coup, les enfants m'ont appelé et m'ont dit « Maman, viens voir, il y a l'eau qui monte ». Je suis rentrée dans le bungalow avec les enfants et puis c'est là qu'il y a les 2 jeunes qui travaillaient dans l'hôtel. 2 jeunes garçons qui se sont précipités sur la porte, qui commençaient déjà à être coincés par l'eau. Ils ont réussi à l'ouvrir et ils nous ont hurlé de sortir de là vite. Donc ils ont pris les enfants par la main et après, je sais plus.
Donc après, je n'ai plus vu les enfants dans ces moments-là. J'ai été emportée par l'eau, le bungalow s'est écroulé derrière moi, le mur d'enceinte de l'hôtel s'est écroulé, et puis les gens qui hurlaient, et puis il y en avait qui étaient accrochés dans les branches, il y en avait qui étaient accrochés à ce qui restait de maison, et je commençais vraiment à être terrifiée par rapport à mes enfants. Ça s'est passé très vite, l'eau qui montait. Elle prenait tout sur son passage. J'ai eu peur, j'ai pleuré, je pensais à maman, à papa, et tout ça, je m'inquiétais. J'étais dans l'eau tout seul. Au même moment, Stephen est en mer en train de surfer. Après s'être dirigé vers le large pour échapper au raz-de-marée, il parvient à rejoindre la berge. Il ignore alors tout du sort d'Anne et des enfants. Je suis arrivé à l'hôtel, j'ai vu tous les bungalows couchés, complètement détruits. Alors là, c'est apocalyptique. J'ai vraiment eu peur. J'ai eu peur pour eux. Pour moi, il était impossible que Corentin puisse s'en être sorti. Après plusieurs heures d'une recherche désespérée, Anne finit par retrouver Corentin. Lorsqu'ils rentrent en France 3 jours après le tsunami, ils sont tous les 4 sains et saufs. Les enfants sont néanmoins profondément choqués par ce qu'ils viennent de vivre. Suite au tsunami, on est rentré à la maison, on habite près de la mer, on a été se promener sur la plage. Et là, les enfants sont partis jouer un petit peu et ils sont revenus assez rapidement en pleurant, terrorisés, parce que la mer montait et d'un coup, ça leur rappelait ce qui s'était produit, ce qu'ils avaient vécu. Et j'avais peur des grosses vagues et j'avais peur que ça se reproduise et tout ça. Comme maman me disait, je posais des questions et tout ça. Quand la mer montait et qu'elle arrosait nos serviettes, ça me faisait peur et tout ça. J'étais toujours en train de dire, quand la mer montait beaucoup en hiver, qu'il allait avoir un raz-de-marée et tout ça. Stephen et Anne sont également traumatisés. Dès leur retour, ils sont hantés par un sentiment d'impuissance vis-à-vis de ceux qui ont tout perdu dans la catastrophe. Très vite, ils décident donc de ne pas rester inactifs et de retourner sur place aider les Sri Lankais. On ne peut pas se réaliser et reprendre la vie comme avant quand on a vécu comme ça, quelque chose. On a été témoin, mais pas véritablement victime, puisqu'on s'en sort si bien. On s'est senti missionné pour retourner là-bas et aider les victimes du tsunami. Mais c'était une nécessité, je pense qu'on ne l'aurait pas fait, on s'en voudrait. Stephen et Anne sont aujourd'hui en contact avec de nombreux Sri Lankais. Ils reçoivent régulièrement des lettres de Git, le jeune homme qui a sauvé Corentin. Ça me fait plaisir de recevoir une lettre de Git. Sans ce jeune homme-là, non seulement Corentin ne s'en serait pas sorti, mais moi c'est pareil. S'il m'avait pas dit de sortir, je serais dessous, quoi. C'est sûr. Je serais restée sous les décombres. Qui est mignon, ce petit. Il en parle encore, Corentin, aujourd'hui ? Corentin, on s'est rendu compte avec justement Sophie, votre reporter, il nous semble qu'il n'a plus de souvenirs du coup. Autant Baptiste, oui, Corentin, il en parle, mais il semble plus avoir de véritables souvenirs. Non, il n'y a pas de séquelles non plus, j'ai l'impression. Pas de traumatisme. Il avait 3 ans, il était petit et il a été si bien sauvé, je pense qu'il ne s'est même pas rendu compte vraiment. Qu'est-ce qui se passait autour de lui ? Du drame. Il n'a pas vu la mort, il n'a pas vu le il a sang. vu des choses pas terribles le lendemain, c'est sûr, mais bon. Non, il a été quand même épargné, je pense, de tout ce qui a pu être ou de personnes décédées ou même de gros traumas sur les gens. Ce qu'il y a, c'est qu'il était petit et... Oui, on ne sait pas exactement ce qui leur a imprimé, Suzanne. Si, on sait que les enfants de moins de 4 ans, généralement, font une amnésie, des gros traumatismes, donc ne se souviennent pas. Par contre, ce qu'on ne sait pas encore, c'est l'impact émotionnel qui s'est imprimé. Ce que ça va laisser comme trace dans la conscience et comment ils vont réagir dans des situations comparables comment ils vont plus réagir. tard. Par contre, lui, il a été pris en charge immédiatement par un jeune homme, donc sauvé dans une relation humaine, chaleureuse, donc il y a quelque chose qui s'est sans doute très vite réparé. Le grand parle encore de la grande vague. Donc il avait 7 ans à l'époque, maintenant il en a 9, il en parle encore. Il verbalise le souhait d'oublier, quand même. Il en garde un mauvais souvenir. Vous étiez en pleine mer. Oui. Vous avez compris ce qui arrivait ?
J'ai compris. Disons que moi j'étais en train de surfer, normalement comme tous les matins, et il y avait un gros courant qui s'est installé, et j'étais en train de ramer par rapport à une maison qui était au bord, et là j'ai vu que j'avais du mal à me caler, et du coup j'ai entendu une espèce de gros fracas, un gros bruit quelque chose de destructeur, très destructeur. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tous les arbres étaient en train de se coucher. Donc, commencer par les bananiers, et puis certains palmiers. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que l'eau montait, en fait. Hein. Vous savez ce que c'était qu'un tsunami ? Pas du tout. Je me suis même pas posé la question. Parti vers le large. J'ai eu le réflexe de sortir le leash, en fait, hein, qui nous raccroche à la planche, de le rouler sous mon ventre comme ça. Et là, à ce moment-là, j'ai fait demi-tour. Et là, j'ai ramé vers le large. Combien de temps ça a duré avant que vous regagniez la terre ? Ça a mis du temps à savoir combien de temps j'avais mis, mais je pense qu'en 5 minutes, tout était passé. Hein. Et quand vous êtes remonté vers la plage ensuite ? Alors, j'ai ramé vers le large. Là, je me suis retrouvé à 300 ou 400 mètres au large. J'étais tout seul ce jour-là, donc avec des rochers découverts à cet endroit-là où jamais on ne voit apparaître ça d'un rocher. Je me suis retourné, j'ai regardé la plage et toujours l'instinct de rentrer vers le bord, quoi. Donc, j'avais tout le récif qui était découvert devant moi, avec les arbres coincés dedans et tout ça. Quand vous êtes remonté à pied vers la plage, qu'est-ce que vous avez croisé ? Dans quel état psychologique vous étiez ? Est-ce que vous pensiez à votre femme, à vos enfants ? Non, même pas à ce moment-là, parce que je me rendais pas compte encore de ce qui venait de se passer. Il y a 2 gars qui étaient dans un palmier, qui sont descendus, qui m'ont attrapé, ils m'ont amené sur une colline, ils m'ont fait regagner la route. On pouvait marcher, on pouvait se déplacer ? Disons que là, de suite, sur la plage, non, il y avait encore ça d'eau qui sont restés pendant 48 heures. Et ensuite, ils m'ont fait monter sur une colline. Donc là, on était au sec. J'ai rattrapé la route à ce niveau-là. J'ai pensé de suite à mon copain Kassoun qui m'avait amené en tuk-tuk le matin. Et donc, mon premier réflexe, ça a été même d'aller à l'opposé de l'hôtel. Parce que je ne me rendais pas compte. Pour moi, ça avait débordé, là, à Poléna, cette plage, là où je surfe, point. Très local pour vous, très localisé. Ouais. Et je l'ai retrouvé à ce moment-là. Donc, on a pris la route en sens inverse vers l'hôtel. Et quand on est descendu, là, vraiment, on a eu l'étendue de ce qui venait de se passer. C'est là que la réalité, en fait, est... L'hôtel ressemblait à quoi ? Pardon ? L'hôtel ressemblait à quoi ? L'hôtel ressemblait à rien. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien ? Il n'y avait plus rien. Comment vous avez d'abord retrouvé votre grand-fils ? Non, j'ai retrouvé tout le monde en même temps. D'accord. Je suis arrivé au milieu du chemin. Au milieu du chemin, on ne voyait pas la mer. Hein. Il fallait vraiment rentrer dans l'enceinte de l'hôtel pour voir l'océan. Et là, déjà, au milieu du chemin, on voyait la mer. Et donc, j'ai vu que tout était complètement détruit. Alors vous, Anne, vous étiez donc dans votre bungalow au moment où la déferlante est arrivée. Oui. Vous étiez avec vos 2 enfants. Oui, avec les 2 petits que j'ai fait. C'est eux qui m'ont averti, qui voyaient l'eau monter, justement. Donc, je suis allée voir. J'ai cru du fait de... C'était un jour de pleine lune. Je me suis dit, une marée plus grande qu'une autre. J'ai commencé à monter les sacs dans le bungalow sur les lits, en disant, on ne sait jamais. Et puis voilà, après c'est... Comment vous avez perdu le contact de vos 2 enfants ? En fait, les 2 jeunes de l'hôtel qui eux, ont fait demi-tour dans le danger pour venir chercher mes enfants. Hein, c'est vraiment ça. Ils n'ont pas pris la fuite directement, ils ont sauvé mes enfants. Ils sont venus, ils ont réussi, ils ont hurlé, ils ont ouvert la porte, ils nous ont dit go, ils ont attrapé les enfants tellement vite. Moi j'étais plus au fond dans le bungalow, le temps que je sorte, tout s'est écroulé, puis après on est dans le... C'est d'un coup d'un seul, ça s'est abattu, enfin je veux dire... L'eau est montée, c'était vraiment très très violent. Quand vous avez perdu le contact de vos enfants, vous avez dû être dans une panique pas possible. C'était terrible, alors j'ai rapidement... vous étiez dans l'eau ? J'étais dans l'eau à plus avoir pied, avec tout qui s'écroulait. Emportée, il y avait une voiture sous mes yeux qui s'est soulevée, et puis j'étais emportée avec la voiture, une vache. Enfin, je ne sais pas comment on peut réagir au milieu des images apocalyptiques comme ça. On subit, on ne réagit pas. On réagit après. Hein. Et là, j'ai vu Baptiste qui nageait, le grand, qui s'en sortait, qui était en sang. Je voyais déjà, il avait des... mais il s'en sortait, je lui ai hurlé, Baptiste, est-ce que ça va ? Mais voilà. Qu'est-ce qu'il a dit ? Et il pleurait, maman. Et puis le courant l'emportait. Heureusement, il y avait une route derrière cet hôtel, donc on a été emportés là-dedans, et jusqu'à avoir pied, à marcher, à continuer. Et puis mais là déjà, quand j'ai vu Baptiste, j'ai réalisé que Corentin pouvait ne pas s'en être sorti.
Vous avez eu peur tant d'eau, longtemps une éternité. Une éternité. Et, concrètement, ça a dû durer 1h30. J'ai passé 1h30 avant de retrouver Corentin? Oui. C'est véritablement une éternité dans ce cas-là. C'est très très long. J'ai rameuté tout le monde. On était plusieurs à chercher. Je cherchais son corps. Intuitivement, j'étais persuadée que Stéphane avait survécu. Autant j'ai été persuadée au fond de moi, de maman, que mon enfant était décédé. C'était pas possible qu'il ait pu s'en sortir. Comment vous avez retrouvé peu à peu votre famille, un par un? Alors Baptiste, je l'ai retrouvé dans le village et puis je cherchais. Donc les gens, la solidarité spontanée des gens eux-mêmes victimes a été étonnante et ils ont pris en charge Baptiste qui est parti avec ses inconnus, des Sri Lankais qui l'ont pris en charge sans contester. Tout le monde est monté vers cette colline, c'est ça? Oui, derrière. Mais moi je suis retournée vers l'eau, quoi. Alors bon, les gens étaient affolés parce que j'avais pas ressenti les 2 vagues. Je me suis pas rendu compte qu'il y en avait eu 2. Après, en réfléchissant, oui, il me semble avoir entendu 2 vagues de hurlements, mais avoir vu 2 vagues d'eau, non. Et je suis retournée dans l'eau et bon, on me disait de pas y aller. Et moi, je hurlais encore plus fort qu'il fallait venir m'aider à chercher mon fils. Et la mort était présente autour de vous? Un petit peu, mais pas de manière tant flagrante. que ça, oui, non. Comment vous avez retrouvé votre fils, votre petit-fils? À un moment donné, en fin de compte, il y a le propriétaire de l'hôtel qui est revenu vers l'hôtel, donc, où j'étais en train de chercher. Aux alentours, je cherchais avec d'autres gens. Et puis, il avait l'air assez surpris de me voir dans un état pareil. Et il m'a dit, mais Corentin, il est vivant, il est derrière, à l'abri. Donc voilà. Ça a dû être une nouvelle incroyable, non? Bon, quand on s'est retrouvés quelques minutes avant à genoux en sang, parce que bon, on était à moitié dénudés en sang et dans un état pas possible, et en train de prier qu'un miracle se produise pour que on voyait pas en toute logique je ne voyais pas comment il aurait pu s'en sortir, mais mon seul espoir, c'était le petit miracle incroyable qui... Et quand vous l'avez vu, il était où? Il faisait quoi? Il était tranquillement en train de jouer avec une petite fille qui venait de perdre son papa, bien inconscient, à la balle, avec une petite Sri Lankaise. Et puis bon, il a été choqué quand il a vu dans quel état j'étais lors des retrouvailles, puisque j'étais en larmes. Et il ne comprenait pas. Hein. Ils sont là, les 2 petits garçons, en tout cas, ils sont en pleine forme aujourd'hui. Oui. Le grand comme le petit, et ça c'est une belle histoire qui se termine extrêmement bien. Vous avez souhaité, allez voilà, les petits garçons. Les garçons. C'est bien mignon ces 2-là. Hein. Ça va, tu te souviens de tout ça, toi? Oui. Ça fait quoi d'en parler aujourd'hui? Moi, ça me fait pas spécialement peur, ça me fait pas trop de choses. Je m'en souviens assez bien et puis voilà. T'as eu peur, tu crois, pendant l'événement? Pendant l'événement, oui, j'ai eu assez peur et même après, pendant 1 semaine à peu près. Puis maintenant, c'est passé et je me souviens encore de tout, mais... Mais c'est pas traumatisant pour toi? C'est pas bien ça. Traumatisant. Et quand vous êtes retrouvés tous les 4, tu te souviens de ce moment-là? Oui, je me souviens. On était dans une maison là où on nous a accueillis pour nous mettre à l'abri. Puis j'étais avec papa et avec maman et Corentin. Et papa est arrivé, comme Zorro, sans se passer. Avec sa planche. Avec sa planche. Vous avez sauvé votre planche, vous? Vous les sacs sur le lit et vous la planche. Il n'y a pas de petit profit, d'accord? Non, enfin, les sacs... Les sacs, finalement, oui. Il rentrait du surf, là où il a eu de gros problèmes. Et alors, c'est à ce moment qu'on s'est retrouvés après, on s'est dit, on est tous ensemble. Il y a plus trop de soucis. Ah ouais, le principal était sauvé. T'as bien raison. Voilà, donc, les 4 survivants plus la planche de surf, là. Après, on a commencé, nos parents ont commencé à chercher quelques affaires.
Puis après, on est rentré en France. Quand vous vous êtes retrouvés tous les 4, qu'est-ce que vous avez ressenti, Anne? Autant c'est un peu de pôles opposés, hein. Autant j'ai pu être au plus mal, au plus triste, et autant j'étais une euphorie. Ça m'a déclenché comme une euphorie positive, un bonheur intense. Y compris quand vous avez vu le plus grand des 3? Ah oui, oui. Aussi. Ça a dû être un moment incroyable, les retrouvailles de tous les 4. Quand on se compte et qu'on est tous sauvés. C'est assez magique. C'est un peu, est-ce que c'est la réalité ou est-ce qu'on est en plein rêve? Non, c'est vrai. Parce que moi, de la même manière que Anne, je suis arrivé dans le chemin, puis ça s'est passé très vite et j'ai rencontré le propriétaire de l'hôtel qui m'a dit, mais t'inquiète pas, ta famille, tout le monde a été amené sur une colline en sécurité. Et donc là, tous les gens me faisaient à droite, à gauche, et je prenais des petits chemins. Et ça m'a paru une éternité d'aller les retrouver. Et quand je les ai vus au bout du chemin, j'étais là, je disais non, c'est pas possible. Parce que moi, en revanche, les 7 km que j'ai fait en courant avec Kassoun, notre ami, là, j'ai vu de tout, quoi. C'est vraiment... En tout cas, bravo pour ce que vous en avez fait depuis avec votre association, avec les retours que vous avez fait au Sri Lanka. Je crois que aussi la façon dont vous avez su en parler à vos enfants fait que la famille est aujourd'hui très équilibrée et que tout le monde va bien. Et je crois que s'il y a une leçon à garder, on aura compris ce que nous dit Suzanne, c'est qu'il faut savoir en parler, affronter les choses, pas garder tout ça sur le cœur. Il faut absolument que ça puisse sortir et de préférence que ça puisse servir, comme vous essayez de faire en sorte que ce le soit, comme la plupart de nos invités. Merci à tous de nous avoir apporté votre témoignage et à bientôt.